On peut poser les deux premières questions ensemble, hein, parce qu'au fond, c'est toujours des questions sur le passage du communisme au libéralisme, hein, c'est ça un peu. Voilà, donc, Oui, oui. ce sont deux questions qui sont là-dessus. La réponse sera très simple. Alors, sur la question de la au fond, de ce mouvement vers une société démocratique, de toute façon, du point de vue de la psychanalyse, on ne peut pas répondre grand-chose. Hein. La psychanalyse n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est ce que Freud a appelé le malaise dans la culture est au fond quelque chose... Il n'y a aucune solution sociale, hein, véritablement. Euh, L'idée de Freud, au contraire, même, c'était que le progrès allait augmenter le malaise dans la culture d'une façon constante, parce que le progrès allait exiger, l'histoire allait exiger de plus en plus de renoncement à la jouissance, hein, ça c'est clair. Donc ce malaise, et au fond, on le voit dans les sociétés occidentales comme en France, etc., où ce qui a pris la place de la répression, qui existait, enfin, par exemple au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle, ce qui a pris la place de la répression, c'est une autre forme de tyrannie, qui est une autre facette, une autre face du surmoi, qui est une tyrannie par l'idéal. Hein, c'est-à-dire, euh, la question aujourd'hui, c'est moins les interdictions concernant la sexualité, concernant les comportements sociaux, qu'une sorte de tyrannie d'impératif par l'idéal. Au fond, Freud disait qu'il y avait que le surmoi disait deux phrases contradictoires. Il disait: tu ne dois pas être comme le père et tu dois être comme le père. Eh bien, aujourd'hui, c'est moins tu ne dois pas être comme le père que tu dois être comme le père. Tu dois être comme ton semblable. Et cette tyrannie est une autre forme d'intolérance. Alors, le passage du communisme au libéralisme, c'est une situation particulière à la Bulgarie. Nous n'avons pas de réponse. Hein. Je ne sais pas si, après tout, la situation d'aujourd'hui est pire que la situation quand il y avait Zhikov. Hein. C'est au fond ça, seuls les Bulgares peuvent répondre à une question comme celle-là. Voilà. Alors, sur la question, ce qui est sûr, c'est que dans tous les régimes totalitaires, la psychanalyse a toujours été plutôt interdite. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que la civilisation occidentale soit en progrès. Je ne le crois pas. Mais voilà, il y a la possibilité. La psychanalyse est possible, c'est un signe. C'est-à-dire la possibilité d'une parole libre, euh, plus ou moins libre, car la liberté de la parole, c'est une illusion. Mais enfin, des sujets peuvent parler. Euh, je crois que ça n'est pas un hasard si la psychanalyse a été en difficulté dans tous les régimes totalitaires. Voilà. Donc quand même. Voilà. Et alors, c'est vrai que peut-être les régimes totalitaires accomplissaient ce que Freud disait quand dans la culture il y avait un pouvoir de la religion, c'est-à-dire le pouvoir d'une croyance commune. Freud disait que ça protégeait de la névrose. La religion protégeait de la névrose, ça c'est vrai, mais au prix de maintenir le sujet dans une situation infantile. Au prix de maintenir le sujet dans une situation infantile, et il est possible que... voilà. Quant à la question de la classe moyenne, moi j'ai de la famille en Russie, une partie de ma famille a vécu toute sa vie en Union soviétique. J'ai un cousin qui a été ingénieur dans l'armement. Euh, il avait un très haut poste, donc il fabriquait les armes. Il avait une très belle maison. Et d'autres membres de ma famille qui étaient dans l'enseignement très pauvres, ils avaient pour leur famille une chambre dans un appartement collectif. Voilà. On sait bien que... Voilà. Et j'ai un oncle à moi qui est un écrivain très célèbre, communiste, acharné, vivant dans les pays occidentaux. Et quand il allait en Russie, il était reçu comme un roi. Voilà, donc la situation, est-ce que entre les riches et les pauvres, est-ce que cette différence n'existait pas sous les régimes, euh, sous le régime communiste? Je n'en sais rien, mais voilà, c'est l'impression que j'ai moi de l'extérieur. Donc je crois que voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de bonne solution. Voilà. Mais nous n'avons
nous ne pouvons pas répondre, ni Catherine ni moi, sur la particularité de la situation bulgare. Il est possible. Oui. Alors, est-ce que la psychanalyse d'enfant, c'est une question de choix ou de formation? Ça ne devrait pas être une question de choix, ni de formation. Ça devrait être ni l'un ni l'autre. Parce que il y aurait quand même la plus grande inquiétude ou les plus grands doutes sur le trajet d'un analyste qui aurait choisi de travailler avec les enfants et qui ne travaillerait qu'avec les enfants. On est analyste ou on n'est pas analyste. On mène notre formation analytique sans tellement avoir dans l'idée exactement ce qu'on va faire, mais comme on apprend surtout, comme la formation, elle va venir essentiellement de notre travail, de notre clinique, c'est vrai que beaucoup de gens commencent à travailler avec des enfants et donc acquièrent un savoir-faire et acquièrent une expérience qui fait qu'ils vont continuer plus facilement à travailler avec les enfants que certains qui n'auront jamais été dans un service, par exemple, où on travaille avec les enfants. Mais en principe, analyste, on est analyste aussi bien d'un bébé que d'un vieillard. Il ne devrait pas y avoir de cloisonnement et de spécialisation dans le domaine de l'analyse. Maintenant, certains analystes qui ont reçu des enfants et qui ont reçu des adultes préfèrent travailler avec les adultes, c'est sûr. Mais les analystes qui travaillent avec les enfants, en général, quand ils sont analystes et pas psychologues pour enfants, reçoivent aussi des adultes. Donc, je veux dire, en tout cas, ce qui est une chose sûre, c'est que quand on aime les enfants, c'est pas la peine de vouloir faire de la psychanalyse d'enfant. C'est pas autour de ce goût pour l'enfance qu'on peut décider qu'on va travailler avec les enfants. Voilà. Bon, Oui, oui, c'est sûr qu'il y a eu une évolution. Un moment, bien sûr, parce que c'est 20 ans de travail. Donc quand vous arrivez dans un service et que vous restez là pendant 20 ans et que une des chances vraiment que j'ai eues dans ce service de réanimation néonatale, c'est que l'équipe a peu bougé. Il y a eu quelques jeunes qui ont été embauchés, qui nous ont rejoints, mais aujourd'hui, il y a 8 médecins dans le service. Des 8 médecins, il y a 6 qui étaient là il y a 20 ans. Vous voyez, donc c'est des gens avec qui j'ai pu travailler sur un très très long temps. Donc aujourd'hui, c'est sûr que je ne fais pas du tout le travail en néonat que je faisais il y a 20 ans. Mais je vous dis, l'équipe n'a pas trop changé, certaines infirmières sont les mêmes, il y a des nouvelles, mais quand vous êtes nouvelle et que vous démarrez dans un domaine, et évidemment vous êtes enseigné par l'équipe qui était déjà là avant et qui vous drive dans votre travail, donc elles ont été prises dans le mouvement. Alors, je ne dirais pas que c'est une transformation, je ne dirais pas qu'à un certain moment, par exemple, j'ai travaillé tout à fait différemment. Je dirais que c'est une progression à pas de fourmi, vraiment, où jour après jour, petit à petit, les choses pouvaient se passer un peu différemment dans le service, où l'équipe entendait qu'il y avait des choses vraiment essentielles, en plus de leur technique à eux, de soins quotidiens. Alors, il y a une évolution dans les services, on ne soigne plus non plus les bébés prématurés aujourd'hui comme on les soignait, je parle d'un point de vue purement médical, comme on les soignait il y a 20 ans. Il y a eu énormément de progrès, on réanime des bébés de plus en plus petits, et tout doucement, l'équipe s'est mise à intégrer les progrès techniques qui leur étaient proposés. Eh bien, je dirais que pour mon travail, ça a été un peu la même chose. C'est vraiment petit à petit, et surtout toujours à partir d'histoires cliniques. D'histoires cliniques où là, ça devenait évident pour eux qu'il s'était passé quelque chose qui avait à voir avec l'idée
euh, de ce qui pouvait jouer aussi dans sa famille, dans le fantasme des parents, sur la question de voir à certains moments que ce bébé vraiment s'ouvrait, découvrait le monde, était présent, sur des choses qu'on avait pu dire ou travailler ensemble. Ça, petit à petit, pas à pas, ça leur a donné euh, la certitude qu'il y avait là quelque chose de très important. Je suis en train de penser en vous disant ça, que c'est comme quand on fait une analyse. Au début de son analyse, je pense qu'il y a des effets, il y a eu des effets analytiques véritablement sur l'équipe, même s'ils n'étaient pas en analyse avec moi. Mais c'est au fur et à mesure de son travail analytique qu'on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, l'inconscient existe. Et bien dans le service, ça aura mis 20 ans pour que petit à petit, des médecins extrêmement qualifiés, de haute technicité, tout ce que vous voulez, découvrent que peut-être l'inconscient existait. Voilà. Mais donc c'est pas, il n'y a pas eu de changement brutal, c'est vraiment tout un trajet. Il faut être patient. Alors, oui, la question de la supposition de sujet, c'est ce dont on va beaucoup parler demain. Vraiment, aujourd'hui, s'il y a un vrai... Dans les modifications qui se sont faites tout doucement dans le service, c'est vraiment autour de la mise en place de cette idée de supposition de sujet. C'est-à-dire que maintenant, du médecin-chef à la berceuse, comme on les appelle, c'est-à-dire l'auxiliaire de puériculture qui berce les enfants, tout le monde travaille avec cette idée de la supposition de sujet. C'est-à-dire cette idée que pour que le bébé existe, il va falloir qu'on suppose chez lui du sujet. Et que le sujet n'est peut-être pas là au départ. Donc évidemment, c'est une idée d'Alain, la supposition de sujet. C'est un concept qui nous a amené il y a pas mal de temps déjà, dans les années 90. Et à partir de là, qui moi m'a parlé énormément, mais pas tellement au départ avec la réanimation néonatale, mais parce que moi j'ai toujours reçu des psychotiques et des enfants autistes. Et que quand je me suis coltinée, essayer de comprendre ce qu'Alain nous amenait avec cette supposition de sujet, je me suis rendu compte de la pertinence que ça pouvait avoir dans le travail clinique avec des enfants où véritablement la question du sujet était en panne. Et qu'à ce moment-là, en plus Alain il peut en parler, je vous dis on en parlera demain, il repère ça même dans le travail de Mélanie Klein avec Dick, dans le travail de certains analystes avec les enfants psychotiques ou autistes, parce qu'aujourd'hui Dick serait autiste, hein, avec le DSM actuel, ça il n'échapperait pas à l'autisme. Et donc dans le travail même avec la psychose et les enfants pour lesquels la question d'être un sujet se pose tout à fait, c'est tout à fait précieux de travailler avec cette idée-là, avec cette... vous savez, la théorie, c'est en fait... c'est pas quelque chose qu'on applique en séance ou en travaillant, mais c'est ce à quoi on pense de temps en temps, dans l'après-coup, à certains moments. C'est un peu comme le filet, là, pour quand les trapézistes font du trapèze, pour empêcher qu'ils se tuent s'ils tombent. Vous voyez, c'est une sorte de filet qui permet à peu près de faire moins n'importe quoi dans notre travail clinique. En réanimation néonatale, où vraiment on est à la naissance, pas seulement du bébé, mais aussi de ce bébé en tant qu'humain et de ce bébé en tant que sujet, puisque quand il naît, il n'est pas vraiment sujet. Quelque chose va devoir se passer là, dans l'immédiateté de cette naissance, avec les gens qui sont autour de lui, pour que quelque chose du sujet puisse advenir. Donc cette supposition de sujet, on s'est rendu compte très rapidement que de pouvoir penser comme ça nous permettait, en néonat et avec ces bébés minuscules, de vraiment faire avancer certaines situations où même physiquement le bébé était en difficulté, dans son corps, je veux dire. Et à partir du moment où on pouvait relancer cette façon de le penser et de s'adresser à lui,
à ce moment-là, ça repartait. Donc ça a beaucoup convaincu les médecins, évidemment. Parce que sinon, la réanimation néonatale, c'est quand même... c'est terrible hein, pour un bébé de solitude. Il est attaché tout le temps dans une couveuse, branché de partout, des tuyaux partout, et les parents qui ne peuvent même pas entrer, ou très peu. Donc, vous voyez, qui va le supposer sujet, cet enfant? Il est juste un objet comme ça de la médecine moderne. Voilà, il finit par se prendre pour la machine. Quelle est la présence physique? Où se trouve-t-il? Je dirais que ce qui caractérise un psychanalyste dans un service de médecine, c'est qu'il est partout. C'est-à-dire que c'est vraiment une présence... moi je dis, ça ressemble plus ce travail-là au travail des gens qui sont par exemple éducateurs de rue, vous voyez, ils circulent et puis ils essaient de repérer ce qui peut se passer quelque part. Un psychanalyste dans un service, faut qu'il a, s'il s'enferme dans son bureau et qu'il attend qu'on lui envoie un patient, bon, il va travailler avec les parents. En général, c'est comme ça que ça se passe, les psychologues et les psychanalystes, aujourd'hui dans les services de réa qu'il y a en France, ils travaillent à l'extérieur et ils travaillent, on appelle ça sur indication. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici, c'est-à-dire que le médecin, comme une ordonnance, quoi. Le médecin dit aux parents, vous devez aller rencontrer la psychologue du service, vous irez à telle heure, tel jour. En général, c'est parce que la mère en question, ou le père en question, dérange le médecin, vous voyez, ni plus ni moins, il ne sait pas quoi lui dire, il trouve qu'il pleure tout le temps auprès de la couveuse, il le trouve trop anxieux, il le trouve pas assez anxieux, il le trouve pénible, il le trouve parano, il le trouve agressif. Bon, allez voir la psychologue, allez voir la psychologue. Voilà. C'est en général comme ça que ça se passe, et petit à petit, nous, on a mis en place autre chose, mais petit à petit, parce qu'au début, il me demandait aussi de voir les parents. Et puis petit à petit, je suis venue dans le service, auprès des couveuses, avec les bébés, à rencontrer chaque parent. Je suis présentée à eux par la cadre, l'infirmière cadre, qui donne un rendez-vous avec le médecin qui suivra médicalement le bébé, et un rendez-vous avec moi à tous les parents. Et un rendez-vous avec moi le médecin assure le suivi médical, dit-elle, et la psychanalyste pour bébé, qui est dans notre service, elle ne dit pas c'est pour vous, hein, la psychanalyste pour bébé qui est dans notre service, assure le développement psycho-affectif du bébé. C'est un terme qu'ils ont trouvé eux, et je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Donc, si vous voulez, ça s'est fait comme ça, mais au début, et c'est toujours difficile de travailler avec les médecins. Il faut quand même... il faut y aller tout doucement, il ne faut pas s'imposer, il ne faut pas leur ramener un savoir sur le mode « oui mais nous on a un savoir sur le désir, c'est infiniment plus intéressant, on veut savoir sur le corps, on est complètement géniaux, on est tellement géniaux qu'on ne peut pas vous parler, on reste dans notre bureau, adressez-nous des patients ». Voilà, moi je suis dans toutes les réunions, dans tous les staffs, dans toutes les synthèses, les journées où je suis dans le service, je suis les visites, toutes les visites qui ont lieu avec les médecins qui échangent les informations médicales, et du même coup, moi je glisse d'autres types d'informations. Si bien qu'on peut parler de ce bébé de façon un peu plus large que juste du point de vue médical, dans le moment où il y a ces échanges entre médecins. Et donc je suis partout dans le service, et dans la journée je circule d'une couveuse à l'autre, je suis tout le temps, je suis debout du matin au soir. Alors, quand j'ai les rendez-vous avec les parents, là ils viennent dans mon bureau. Mais le bureau, alors vous me demandez où je suis, dans ce nouveau service qu'ils viennent de construire, c'est très étonnant cette histoire, les médecins sont dans un couloir à l'extérieur du service. Et moi je suis la seule à avoir un bureau pour recevoir les parents, dans le service, au plus près des bébés. Donc ils m'ont construit, ils m'ont fabriqué un petit bureau qui est à l'intérieur, en disant « Ah non, mais Catherine, elle a besoin d'être là tout le temps.
s'il se passe quelque chose, elle voit les bébés, elle voit les parents, elle est au milieu du service. Vous voyez, donc c'est même pas un rendez-vous extérieur au service, comme ça va être pour le pédiatre. Donc vous voyez, je suis vraiment dedans, quoi, hein, dans le travail de réanimation avec les médecins et les puéricultrices, et dans l'idée d'amener ce bébé à découvrir le monde et accepter de vivre. L'espace analytique bulgare estime que l'analyse n'est qu'une seule. Je suis tout à fait d'accord. Hein, mais je crois qu'il y a... quelqu'un vient parce qu'il y a une souffrance, peut-être qu'il a le désir d'être analyste ou de devenir psychanalyste. Ça, c'est une formation idéale ou imaginaire. Et donc, l'analyse, de toute façon, elle va mettre en question le désir d'être analyste. Elle va mettre en question le devenir psychanalyste, la volonté de devenir psychanalyste. Si elle ne met pas en question cela, c'est qu'il n'y a pas d'analyse. Et au fond, ça n'est qu'après coup qu'on pourra savoir si une analyse aura été thérapeutique, parce qu'elle sera arrivée jusqu'à un point où le sujet peut dire voilà, je suis bien dans ma vie, ça va comme ça, j'ai résolu un certain nombre de questions, j'ai réagencé ma vie d'une façon qui me convient, ou si au contraire, il sera allé jusqu'à un point qui a permis l'émergence du désir de l'analyste, qui a permis une mutation, une nouvelle formation de l'inconscient, si on veut. Et à ce moment-là, on pourra dire après coup que l'analyse aura été didactique. C'est au fond ça l'apport de Lacan, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Ce qui est compliqué dans le terme de formation, c'est pour ça que Lacan a pu dire qu'il n'y a pas de formation du psychanalyste, il n'y a que des formations de l'inconscient. On ne peut pas dire qu'il y a une formation parce qu'on ne peut pas savoir d'avance jusqu'à quel point l'analyse du candidat, entre guillemets, ou de celui qui veut devenir analyste, jusqu'à quel point cette analyse pourra aller. Ça, c'est une question dont on ne peut pas préjuger. Tout au fond, le renversement par rapport à ce qui s'est fait dans le monde analytique, dans la communauté analytique, à partir du modèle de l'Institut de Berlin, et l'Institut de Berlin qui a été le premier institut de formation des psychanalystes, et ensuite tous les instituts qui se sont constitués sur ce modèle. L'Institut de Berlin, il a été construit sur le modèle de l'université allemande. Donc, au fond, une analyse personnelle pour avoir simplement la conviction en l'existence de l'inconscient. Et Freud disait que cette conviction, on ne peut pas l'avoir par une connaissance théorique, il faut en faire l'expérience. Une formation théorique, des séminaires, et puis des supervisions, des contrôles. Voilà. Avec Lacan, au fond, on a gardé à la fois, il y a toutes les associations et toutes les sociétés analytiques du monde ont ce trépied de la formation, l'analyse personnelle, le contrôle, la supervision et l'enseignement théorique. Mais Lacan a renversé la question en mettant l'accent sur l'analyse de l'analyste, dans le sillage de Ferenczi, au fond, et avec l'idée, au fond, qu'il y avait dans l'analyse même de l'analyste, du futur analyste, un moment de bascule qu'il appelle la passe, un moment de bascule qui n'est pas la fin de l'analyse. Lacan, dans un premier temps, dira que c'est la fin de l'analyse, mais dans un deuxième temps, il va distinguer passe et fin. Donc un moment de passe, qui est un moment de bascule et d'émergence de ce nouveau désir, qui est le désir de l'analyste. Voilà. Et à ce moment-là, le sujet, à partir de ce point où il aura pu arriver, c'est ce point qu'il va répéter dans l'acte analytique quand il dirigera des cures. Alors après, qu'il y ait des contrôles ou des supervisions, on peut appeler ça comme on veut, de toute façon les mots sont très mauvais.
et contrôle et supervision. Superaudition. Lacan proposait superaudition, personne n'a jamais repris ça, mais le but de ce contrôle, c'est au fond pour l'analyste d'entendre un peu, en parlant avec quelqu'un, pour essayer de savoir ce qu'il est en train de faire, parce qu'évidemment il croit savoir, hein, mais il ne sait pas. Il croit savoir parce que parfois il fait appel à la théorie pendant la séance, et s'il fait appel à la théorie pendant la séance, alors il n'est plus en position de psychanalyste. La position du psychanalyste, c'est celle que dit Freud, c'est l'écoute égale en suspens ou l'attention flottante, c'est-à-dire que l'analyste ne doit pas penser pendant la séance. Il doit être au contraire, il n'y est pas comme sujet. En tant que psychanalyste, nous ne sommes pas comme sujet dans la séance. L'analysant suppose un sujet, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un sujet. Le sujet, il est ailleurs. La règle fondamentale, voilà, l'analysant suppose que l'analyste a un savoir, tout comme il suppose que l'analyste possède un objet merveilleux, qui peut être ce savoir d'ailleurs par exemple, mais dans les faits, ce savoir, c'est l'analysant qui l'a. Hein. C'est parce que l'analysant n'entend pas ce qu'il y a dans la règle fondamentale qu'il continue à croire que c'est l'analyste qui possède le savoir. Mais la règle fondamentale dit, en gros, dites tout ce que vous voulez, dites n'importe quoi, et c'est dans ce n'importe quoi qu'il y a le savoir inconscient qui vous détermine, dont vous êtes le sujet. Donc, ce qu'a fait Lacan, c'est l'accent mis sur l'analyse personnelle de l'analyste, c'est l'accent mis sur le contrôle, qui est aussi, d'une certaine façon, quelque chose qui a à voir avec l'analyse. C'est pas une transmission technique. Et puis, les séminaires sont plutôt une manière d'essayer, avec des outils théoriques, d'échanger entre analystes à propos des points cruciaux, des points décisifs de la pratique. Voilà. Donc c'est vrai que nous pensons, c'était la position des Mennonites, que quelles que soient les options théoriques, la psychanalyse est une, que les outils théoriques tentent de dire quelque chose, d'articuler quelque chose de ce qu'est cette expérience. Ils l'articulent tous très mal. Je pense que celui qui l'articule le moins mal, ou le plus précisément, ou de la façon la plus rigoureuse, c'est quand même Lacan, il faut le dire. Mais il y a des choses très précieuses chez Winnicott, chez Mélanie Klein, chez Ferenczi, etc. Et voilà, c'est ça aussi peut-être qui nous sépare un peu des autres groupes lacaniens, qui fait la spécificité de l'espace analytique, c'est qu'il y a une pluralité. Il y a aussi une pluralité des lectures de Lacan, parce que si on lit Lacan, il y a beaucoup d'interprétations possibles, très différentes, y compris dans le dernier Lacan. Parce que Lacan se contredit, voilà, il y a énormément de variétés de lecture de Lacan, que l'évolution de l'enseignement de Lacan n'est pas un progrès, il n'y a pas un progrès, que ce serait mieux à la fin plutôt qu'au début. L'objet de la psychanalyse est un objet qu'aucune théorie ne pourra dire tout entière. Aucune théorie ne peut dire tout entière l'objet de la psychanalyse. Et chaque théorie, chaque morceau de théorie donne une facette, un point de vue, suivant l'axe, la question avec laquelle on s'articule. Chez Lacan, moi, très souvent dans mon séminaire à Paris, je cherche à chaque fois, quand on commente ou quand on travaille un moment du séminaire, à savoir quelle est la clinique à laquelle Lacan pense. Et ça, c'est vrai, d'un séminaire à l'autre, d'une séance à l'autre, Lacan ne pense pas. C'est pas toujours dit clairement. Hein. Souvent, il ne le dit pas. Mais le modèle ou la référence n'est pas le même objet clinique. Vous voyez ? Et donc, et de la même manière, on ne voit pas pourquoi le premier Lacan serait balbutiant et le dernier Lacan serait le sommet, comme certains disent. Puisque Lacan lui-même, quand il est revenu à Freud, à l'époque où il a commencé dans les années 50, son séminaire, toute la communauté analytique ne travaillait qu'avec la deuxième topique. Et l'acte de Lacan du retour à Freud, ça a été de dire « revenons au premier texte ». Donc on ne voit pas pourquoi ce qui serait vrai pour Freud, dans la position de Lacan, serait faux pour Lacan, et qu'on devrait tenir que le début de Lacan est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a aucun sens de penser ça. Donc,
il faut prendre tout, et il faut accepter, c'est le cas dans l'espace analytique, il faut accepter des lectures contradictoires, différentes, divergentes de Lacan, parce que ces lectures divergentes, c'est là. En ce moment, je fais mon séminaire sur le séminaire de Lacan sur Joyce. La question de savoir si Joyce est psychotique, vous entendrez partout Joyce est psychotique, mais c'est une interprétation. Nulle part Lacan dit que Joyce est psychotique. Quand on connaît Lacan, ça n'est pas un hasard. Si Lacan pensait que Joyce était psychotique, il aurait dit qu'il s'agit de psychose. Pour Schreber, pour le cas Schreber, il n'a jamais pensé qu'il était utile de dire que Schreber n'était pas psychotique. Il dit c'est la psychose, c'est une paranoïa, une paranoïa, c'est le modèle freudien, etc. Donc c'est très très différent. Vous voyez, je veux dire, Lacan se pose la question de savoir si Joyce est maniaque, il se pose la question de savoir s'il est pervers, il se pose la question de savoir s'il est fou, mais fou pour Lacan ça ne veut pas dire psychotique. Il y a des folies hystériques dans le vocabulaire de la psychanalyse, de la psychiatrie française. On parle de folie hystérique. Il y a des obsessionnels qui peuvent être par moments complètement fous. Voilà. Donc, si Lacan ne le dit pas, c'est que, et si on regarde certains textes de la même période, Lacan s'interroge sur la manière dont la psychanalyse n'a pas produit sa propre clinique. Comment ça se fait que la psychanalyse est toujours nouée, accroché à la clinique psychiatrique, ce qu'il appelle la vieille clinique. Voilà. Ça, c'est une question. Donc, il y a plusieurs lectures. Vous voyez, voilà. Et ce qui est intéressant à l'espace analytique, et je pense que ça doit être vrai en Bulgarie aussi, c'est qu'il y a des lectures différentes, mais la question n'est pas de savoir qui posséderait enfin la théorie vraie. Ça, c'était bien pour l'époque des conflits à l'intérieur du mouvement marxiste. La théorie de Mao Tse-tung vaincra parce qu'elle est vraie. Voilà, on peut dire pareil pour Staline, etc. Justement, il faut arriver à la fois la psychanalyse se transforme en dogme comme tous les discours théoriques, et en même temps, il faut arriver sans arrêt à briser le dogme. Voilà. Pour que chacun puisse réinventer la psychanalyse, c'est la responsabilité de chaque analyste. Ça va ?